et on roule sur BPM Sport. Avec Greg Lanctot et toute son équipe. Le Paddock. On est de retour au Paddock avec Pag en remplacement de Greg Lanctot. Là, en ce moment, je suis très excité parce qu'on va aller retrouver une idole de jeunesse. En fait, lorsque j'avais 9 ans, je l'ai vu remporter le Grand Prix alors que j'étais tout petit, alors qu'il courait en IndyCar, mais en Indy Lights. Mais c'était pas exactement des Indy Lights. À ce moment-là, ça avait un autre nom. On s'en va retrouver Bertrand Godin et avec Dominique Fugère. Donc, trois grandes connaissances, trois grandes têtes qui se rencontrent. Salut tout le monde, salut Dominique, salut Dan. Je pense en Formule Atlantique, la victoire dont tu parles. Oui, c'est exactement ça, c'est en Formule Atlantique. Exact. Et si tu veux savoir, on m'en a parlé cet après-midi de cette victoire-là dans la salle de presse des 24 heures du Mans. Je suis avec un journaliste qui a été coéquipier de Bertrand à l'époque Miguel, il s'appelait Romain Didier à l'époque, il s'appelle maintenant Romain Didier, mais il me disait qu'il avait beaucoup apprécié le temps qu'il avait. Bertrand, c'est un peu une idole pour lui, parce que lui, il roulait en 1600, pendant que Bertrand roulait en 1800, ils étaient les deux chez Miguel, puis il me disait que Bertrand avait été un modèle, une inspiration pour lui. Puis si j'avais la chance de le saluer, je dois le faire, parce que justement, ça tombe bien, je fais une radio avec lui cet après-midi, puis le message est fait. Fait que c'est ça, un de tes coéquipiers, il m'a dit qu'il a lu ton livre. D'ailleurs, on en profite pour saluer Charles-André Marchand qui t'a aidé à l'écriture de ce livre-là, mais il a lu ton livre, il l'a adoré, il dit, écoute, il s'est pas gêné, Bertrand, c'est un gars qui n'a pas la langue dans sa poche, qu'on le voit encore. Fait que considère-toi saluer mon Bird. En direct. Ça me touche solide, vraiment, là. On fait ce sport-là, on apprécie chaque seconde, puis de voir qu'on le partage avec des gens, puis que, tu sais, le souvenir en Europe, le souvenir de la Formule Atlantique, tu parlais que tu avais 9 ans. Ouais. Quand j'ai vu Gilles Villeneuve, j'avais le même âge, j'avais pas mal ça, 9-10 ans. Tu sais, je pense que c'est un flambeau qu'on passe d'un à l'autre, et c'est vraiment tout un privilège. En tout cas, tu salues à tout le monde, Dominique, là-bas, hein, puis je te salue aussi, puis j'ai envie de manger des rillettes du Mans. Je me donne déjà de là-dedans depuis une couple de jours, je te le garantis. C'est bon. Mais c'est ça, puis il y a aussi Bertrand Decoster, qui était le patron de l'équipe chez Miguel, qui est encore le patron du manufacturier qui me d'ailleurs, je pense qu'on t'as vu la petite photo qu'on t'a envoyée, on s'est pris en photo ensemble. Bertrand, ça a toujours été un gars qui était tellement agréable en dehors de la voiture, puis tellement combatif à l'intérieur de la voiture. C'est un peu comme Dr. Jekyll, Mr. Hyde, mais de la bonne façon. Il mettait les bons efforts, puis la bonne intensité au bon moment. Puis ça fait plaisir à Bertrand de se rappeler des bons moments que vous avez passés ensemble. Ben c'est grâce à Bertrand Decoster. Je me souviendrai tout le temps quand je suis arrivé à la gare avec mes petits 200$. Puis là, il m'a dit, bon, c'est où tu pioles ce soir? Ben là, j'ai dit, je sais pas trop, là, il me reste plus 200$ parce que j'avais pris le train. Bon, il dit, viens-t'en à la maison, puis il m'avait accueilli chez eux, puis on avait trouvé des solutions. Écoutez, c'est des gens pour qui je voue, là, énormément de respect, puis d'admiration pour toute l'aide qu'ils m'ont apportée. C'est vraiment des instants touchants. Merci de nous partager tout ça, les gars. C'est vraiment apprécié. Bravo. Écoutez, Montréal, le Canada va vivre un événement mondial, international dans 7 jours exactement. Et puis là, on a la chance d'être accompagné de deux personnes qui ont des perspectives très, très différentes et à la fois très pertinentes là, sur ce sujet. Dominique Fugère qui s'occupe d'organisation du Grand Prix de Trois-Rivières, qui aurait la perspective de nous parler un peu de à quel point l'événement devient imminent là, à 7 jours de l'événement. Et Bertrand, du côté du pilote carrément, j'aimerais ça avoir vos opinions un peu à savoir qu'est-ce qui en vient dans votre préparation à 7 jours de l'événement, en commençant par toi, Bertrand. Ah ben écoute, c'est sûr que le Grand Prix du Canada, ça fait partie tellement du folklore du sport automobile, comme le Grand Prix de Trois-Rivières. C'est des événements qui nous marquent. Puis c'est certain que Montréal, c'est un circuit spectaculaire au niveau du freinage. Donc pour moi, j'ai hâte de voir, parce que ça a toujours été une plaque tournante, Montréal. Il y a toujours eu des choses qui ont changé. J'espère que ça va changer, que Perez va peut-être mettre de la pression sur Verstappen parce que les Red Bull sont tellement dominantes.
Mais que dire, tu sais, on pourrait avoir des surprises avec Fernando Alonso qui nous en donnait plein la vue depuis le début de la saison. Je pense que la course est intéressante. Si on regarde pas là, le premier, c'est presque tout à Verstappen, mais pour le reste, il y a de la bagarre là entre les Aston Martin, les Mercedes. Ferrari est un peu plus loin. Ils ont eu beaucoup de difficultés. Stroll qui est 8e. Et les Alpines, on sent qu'il est en train de se passer quelque chose. En tout cas, je sais qu'on nous a dit que pour Aston Martin, il amenait l'artillerie lourde à Montréal. C'est pour ça que j'ai hâte de voir. Puis de ton côté, Dom? Ben écoute, moi, c'est évidemment de voir le gros cirque qui débarque chez nous, c'est toujours impressionnant, c'est toujours super cool. J'ai mon ami Fred Ferret de l'équipe qui m'a dit qu'il arrivait mercredi. J'ai rencontré d'autres boys de l'équipe ici avec qui on a passé le week-end. Tu sais, c'est un peu comme quand la grande visite débarque. Ouais. Mais tu parlais tantôt de la perspective d'un organisateur. Tu sais, je me doute comment François Dumontier et son équipe peuvent être occupés vraiment ces temps-ci, s'assurer que tout est vraiment prêt justement pour recevoir la visite. Tu sais, il reste que on se retrouve avec un confluent de culture, qu'il y a des gens qui réagissent pas toujours pareil, qui n'ont pas toujours les mêmes attentes, que ce soit tant au niveau des équipes, au niveau des officiels, ou au niveau des spectateurs, même des partenaires, des commanditaires. Fait que c'est un beau casse-tête, mais ça reste un casse-tête pareil, là. Puis, je suis curieux d'avoir votre opinion un peu sur le côté plus sportif, là, un peu plus technique, disons-le. On est quand même dans une émission spécialisée en course automobile, alors on va se gâter, on se le permet. Le Grand Prix du Canada est un circuit sur lequel il y a très peu d'événements. Il y a vraiment, on peut dire pour le moment, juste le Grand Prix du Canada qui se passe là une fois par année. Donc, on peut s'attendre à une surface qui est un peu imprévisible d'année en année. Et puis, Bertrand, je suis curieux de savoir au niveau d'un pilote, comment est-ce qu'on fait pour se préparer à un circuit aussi peu prévisible, donc très sale, ou est-ce qu'il y a pas beaucoup disons, du rubber qui s'est accumulé au courant de l'année. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se préparer d'arriver comme ça, et comment les catégories inférieures, les catégories de support, disons-le ainsi, permettent d'arriver et d'aider la catégorie comme la Formule 1? De toute façon, toutes les équipes, là, ils envoient quand même, puis ils regardent le taux d'adhérence sur les trajectoires idéales, sur même en dehors des trajectoires idéales, pour vraiment avoir une bonne idée. C'est certain que du moment où on va arriver autour de mardi pour certains pilotes, mercredi, on le voit tout le temps, là, le jeudi, on passe pas à côté, on marche le circuit, on vérifie tout. On vérifie quel vibreur qu'on peut se permettre de monter peut-être un peu plus agressivement. Donc, c'est tous des éléments qui comptent énormément là-dessus. Puis, en même temps, on le sait, hein, la gomme va s'accumuler. Donc, on sait que tout ça va évoluer durant la fin de semaine. Mais on voit quand même là, de l'équipement qu'on n'avait pas. Avant ça, on se frottait le pied là, sur la chaussée pour dire ça a l'air plus adhérent à cet endroit-là qu'ailleurs. Mais là, maintenant, on a de l'équipement sophistiqué là, qui nous donne un chiffre réel et qui permet justement d'avoir une stratégie là, au niveau des gommes qu'on va choisir, là, au niveau des tendres, médiums ou durs. Puis, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, là, si tu parles de la surface du circuit de Montréal, c'est que la surface, oui, elle est très peu utilisée pendant l'année, mais elle est très vieille. Elle a été battue par l'hiver et le soleil depuis près de 20 ans. Je pense que c'est 2006. Le dernier pavage, ça me fait un peu de peine parce que je m'en rappelle. Là, ça fait longtemps que je m'en rappelle, je suis vieux. Mais je pense que c'est ça, 2006 ou 2007, dans ce coin-là. On est d'ailleurs en train de regarder pour repaver le circuit, même si, à part les voitures de course, là, c'est surtout des vélos puis des patins Royal-Ligny qui circulent le reste de l'année. Mais le fait que la surface, justement, est âgée, les gravats ont tendance à ressortir, puis ça ajoute de l'adhérence, mais aussi ça salope les pneus. Okay. Ça va créer des crevasses dans lesquelles la gomme, une fois qu'elle tombe en température, elle rentre, puis là, après ça, elle rentre, elle sort, et ça
je veux pas dire des chiquettes, mais en tout cas, ça fragilise vraiment la surface du pneu. C'est là qu'on peut se retrouver avec une usure excessive des pneus. Il faut toujours composer avec ça. Un circuit moteur-frein comme celui de Montréal, on n'a pas nécessairement toujours besoin d'avoir de l'adhérence latérale, un peu comme sur un circuit, par exemple, je pense à Monza ou je pense à Suzuka, où là, tu es en appui de côté, tu as besoin que ça colle, parce que sinon tu décolles. Tu sais. Ouais. À Montréal, c'est pas le cas, parce que c'est presque tous des virages très lents, avec des lignes droites très, très rapides, mais il reste que c'est quand même un casse-tête là, pour les stratégistes, les gens qui s'occupent de la stratégie de pneus. Puis des fois à Montréal, on va être obligé d'aller avec une gomme un peu plus dure, justement, parce que surtout là, avec la surface qui est plus usée, qui est plus abîmée, ben, c'est plus dur sur les gommes. Puis Bertrand, toi, dans ta perspective, là, en Formule 500... Non, Bert, je dis pas de bêtises, Adam. Non, ben Dominique, tu soulèves un très, très bon point au niveau de l'agressivité due à l'âge du pavé. Mais il faut dire que, tu sais, il y a énormément de freinage. Puis ça, le freinage, c'est dur aussi sur les pneus. Tu sais, on parle, oui, en appui, les virages rapides, c'est difficile sur la structure aussi du pneu, mais au freinage, là, lorsqu'on parle de 320-330 km/h à des virages, comme on disait, là, très lents, 60-70 km/h, là, si on parle de l'épingle du pont Jacques-Cartier. Donc, c'est extrêmement dur, ces pneus, puis c'est pour ça que, comme dit Dominique, là, c'est un beau casse-tête pour les stratégistes. Puis moi qui regardais ça donc d'un côté d'un œil d'observateur extérieur, je me disais peut-être que c'est la fin de semaine où est-ce que Ferrari va pouvoir shiner puisqu'il y aura peut-être moins d'usure des pneus étant donné qu'il y a moins de virages, mais là vous êtes en train de me confirmer que c'est tout le contraire. C'est pas nécessairement tout le contraire, mais aussi en accélération, c'est dur ces pneus. Donc, tu sais, quand tu as des circuits moteur-frein, c'est dur quand tu freines, c'est dur quand tu accélères. Ouais. Évidemment, c'est moins primordial ou en tout cas flagrant pour l'atteinte de vitesse d'avoir de l'adhérence latérale. C'est pour ça que tu vas aller chercher une gomme molle quand tu as des virages à haute vitesse. Mais il reste que la question de l'usure à Montréal, que ce soit l'usure des freins, l'usure des pneus est toujours un gros point d'interrogation. Puis là, on l'a vu. Oui, vas-y, Bertrand. Vas-y. Puis on l'a vu chez les Red Bull. Et j'ai vu une vidéo de Monaco à quel point on voit la stabilité de la Red Bull qui fait en sorte là, que par rapport aux autres et puis tous les concurrents qui suivent, là, ben, tu vois à quel point là, la voiture a beaucoup moins d'instabilité, comme parlait Dominique, en motricité. Donc, c'est là que ça joue énormément. Puis on a vu les Red Bull là, sont capables de faire quand même des choses incroyables au niveau de l'endurance des pneus, et ça donne une carte dans la manche qui est un avantage immense là, sur la concurrence. Puis quand vous parlez de motricité, là, est-ce que, parce que là, par exemple, à Monaco, le dessous de la voiture a été révélé au grand jour de Red Bull à cause de l'accident de Perez en qualification et celle de Mercedes, mais ça, c'est moins de mesure. On calcule qu'environ 40% de l'effet aérodynamique est causé par les sols de la voiture. Donc, le fait que le sol a été révélé de Red Bull, il y a beaucoup d'équipes qui vont se mettre à la table à dessin. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt attribuable, la motricité est plutôt attribuable justement à l'effet aérodynamique du sol ou avec le moteur Honda sur lequel le Red Bull fonctionne? Ben, l'affaire, c'est que ton fond plat, il fonctionne pas quand ça avance pas. Quand tu es en début d'accélération, le fond plat, oui, il génère de l'appui, mais il peut pas générer d'appui s'il n'y a pas de vent, si tu n'es pas en train de bouger. Fait que c'est là que c'est important d'avoir de la motricité qui vient de tes pneus. Un peu comme quand je parlais du système hybride avec les LMH, les hypercars. Ouais. Si tu n'es pas à 100 km/h, les roues d'en avant ne battent pas. C'est un peu un espèce de paradoxe, parce que là où tu as besoin d'avoir une voiture qui a trop motrice, c'est pour sortir du trou, pour sortir du virage. Ouais. Et là, ici, on te la donne quand tu es à haute vitesse. Fait que on recadre le problème pour qu'il soit un peu plus complexe pour les ingénieurs. Mais là, c'est la même chose. Tu parles d'un fond plat qui génère beaucoup d'appui, soit, sauf que quand tu es en relance, tant que tu n'atteins pas une vitesse X, Y ou Z, tu n'as pas d'appui parce qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'air, c'est de l'appui aérodynamique qui utilise l'air pour coller la voiture. Puis je suis curieux de piquer votre esprit là-dessus, ou une traduction libre de Pick Your Brain, les gars, sur le fait
que le DRS fonctionne vraiment mieux, ou en tout cas les ingénieurs de Red Bull, ils ont vraiment trouvé j'ai pas une traduction, là, mais un loophole dans les règlements qui permet vraiment à l'ère de circuler. Une zone grise qu'on dit, par une zone grise. Merci de circuler encore mieux dans la Red Bull. Donc, on peut s'attendre à une qualification dominée là, par l'écurie autrichienne. Est-ce que vous pensez que la Formule 1 devrait faire quelque chose là, pour soit donner un avantage aux autres écuries pour réussir à rattraper le peloton, ou est-ce qu'on doit laisser les choses aller puis attendre que les autres écuries réussissent à rattraper l'écart? Ah, c'est certain que le DRS, moi personnellement, je suis pas un fan du DRS du tout. Je trouve que ça facilite trop les dépassements à certains égards. Ça a amené beaucoup de spectacles. J'aime beaucoup le mode de l'IndyCar avec le push-to-pass, oui. Okay, qui est limité, où là, c'est le pilote qui doit vraiment gérer au bon moment. Et ça, bon, c'est un choix très, très personnel. Mais effectivement, tout ça, comme disait Dominique, c'est un ensemble. Une voiture de course, c'est pas juste de l'aérodynamisme, c'est aussi tout ce qui peut être suspension pour avoir justement du transfert qui te permet d'avoir la motricité, parce que la vitesse que tu vas chercher en sortie de virage, ben tu la traînes pendant toute la ligne droite. Fait que donc, si tu as une meilleure motricité, le DRS semble encore mieux fonctionner. Oui. Et ça, je pense qu'avec la souplesse du moteur aussi, qui permet au pilote de bien gérer tout ça, c'est ce qui fait l'efficacité d'une voiture. Puis, parlant de l'efficacité de la voiture, j'ai essayé d'essayer de trouver un comparable là, pour faire des prédictions pour la fin de semaine prochaine. Puis donc, le comparable que je trouvais le plus juste là, pour essayer de trouver pour prédire un peu les résultats, c'était le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais où est-ce que Russell avait eu le meilleur temps en course pendant la piste? Alors, ça m'amène à penser, est-ce que les améliorations aérodynamiques de Mercedes vont permettre à l'écurie d'avoir un meilleur résultat à Montréal, ou est-ce que vous voyez vraiment encore une fois une domination de Max Verstappen? Ben, c'est sûr que le circuit de Bakou est vraiment atypique. Si je ne m'abuse, là, je fouille dans mes souvenirs, c'est pas là que Lance Stroll avait signé son premier podium, tu sais, puis à une époque où il n'y a rien qui marchait pour lui. Donc, c'est un circuit où, justement, on retrouve du monde qu'on n'est pas habitué de voir. Tandis qu'à Montréal, quand tu domines ailleurs, tu domines souvent à Montréal. C'est un circuit qui est plus naturel, que les écuries connaissent mieux aussi. Fait qu'il y a un peu de ça. C'est sûr que c'est deux circuits urbains. Fait que je comprends d'où vient ton parallèle, Pat. C'est un bon réflexe, mais il reste que d'habitude, là, Montréal, c'est au nombre de fois que Schumacher a gagné chez nous quand il gagnait tout, ouais. Au nombre de fois, tu sais, c'est vraiment comme ça que tu dois regarder. À moins quand on réussit à exploiter une zone grise, comme je me rappelle à l'époque, puis il s'était fait pincer, là, les Williams qui avaient trouvé une nouvelle façon de faire les écopes de frein, qui était illégale, mais qui s'en passait proche marché, où, tu sais, encore là, c'est du refroidissement, il faut limiter l'usure. C'est un circuit qui est très, très dur sur les mécaniques, Montréal, mais habituellement, quand ta voiture est fiable, quand ta voiture est capable d'endurer de l'abus, ben, elle va être très forte à Montréal. Fait que c'est vraiment de ce côté-là qu'il faut regarder. Fait que moi, là, je vais te le dire, je mettrais mon argent sur Max Verstappen. Toi aussi, Bertrand? Ben écoute, d'après moi, Perez, il faut qu'il rebondisse. Ouais. Et s'il y a un endroit où il peut rebondir, c'était Montréal, parce que je pense que l'analogie est bonne avec Bakou. Et si on regarde, Perez était quand même assez performant. Et puis, c'est un circuit en ville, même si le tracé est un peu différent là, de virage 90 degrés d'un circuit de ville. N'empêche que Perez... Mais moi, j'ai hâte de voir ce que Aston Martin va emmener comme modification, parce que il en manque pas beaucoup à Alonso. Je trouve que il y a des courses où on a mis énormément de pression sur Red Bull, et ça, je pense que ça pourrait peut-être être Montréal là, qui soit la surprise. En tout cas, moi, je serais tellement content de voir Alonso gagner. Oui, hein? Mais il avait causé la surprise avec Alpine il y a quelques années. On se souvient, là, alors qu'il pleuvait, il n'y avait plus le matin des qualifications. Peut-être qu'il pourra réussir à nous recauser une belle surprise. Tu parles d'Alonso, Bert.
avez-vous vu comment il a fait le fin finaux, alors qu'il était deuxième en mettant le pied sur la première marche? C'est là que tu sais que le gars, il sait où il s'en va. Il a décidé qu'il s'en allait là. Ah oui. Alonso, là, on aurait dit que, regarde, quand tu arrives à la fin de la tarte aux pommes, là, et puis tu l'aimes, là, puis qu'il reste une bouchée ou deux, là, Christy, que tu savoures ça. Puis lui, il savoure chaque moment. Puis, tu sais, son expérience, sa fougue. Tu sais, certains parlent de son âge, mais je pense que un pilote devient vieux lorsqu'il n'y a plus de motivation. Et lui, je peux te dire qu'il est encore jeune, solide. Puis, Bertrand, je voudrais profiter de ton expérience de pilote. Là, on parle de Perez. Comment est-ce qu'un pilote psychologiquement fait pour survenir à un aussi grand défi? Parce que Max Verstappen, en ce moment, est intouchable. Puis, on dirait que ça vient juste mettre de la pression sur Perez, qui, en ce moment, on va se le dire, il croule sous la pression. Oui, c'est extrêmement difficile, le défi que Perez a relevé, parce que je pense qu'on l'a vu, hein, Verstappen... que ce soit Pierre Gasly, que ce soit Albon, je peux quasiment dire que c'est un tueur de coéquipiers, Verstappen. Ouais. Et en même temps, ben on a vu là dans le Drive to Survive là, que l'équipe là est pas là pour jouer psychologue. Et puis au contraire, je trouve que des fois l'équipe rajoute de la pression et ça joue à leur détriment. Mais pour Perez, ben, c'est de se concentrer sur le prochain virage, c'est-à-dire de laisser tout ce qu'il y a derrière, de penser à conduire la voiture, la piloter au maximum, donner les bonnes informations à ses ingénieurs. Et puis c'est comme ça que on va réussir à pouvoir peut-être changer les choses. Mais du moment où tu te concentres sur tes adversaires, tu te concentres pas sur toi. Et c'est là que ça devient un jeu extrêmement pervers. Parce que tu peux rien faire pour empêcher les autres d'être rapides. Tu peux juste travailler sur toi pour être plus rapide, et pour ça, il faut que tu sois bien dans ta tête. Puis, est-ce que t'es pas obligé de tout nous révéler, mais est-ce que tu aurais déjà, toi, vécu une situation semblable, ou est-ce que le moindre survirage rajoute à la pression et qui t'empêche un peu de rattraper le contrôle de ta voiture, ou est-ce que tu as toujours justement réussi à garder le focus sur le prochain virage? Écoute, je me suis en Formule 3000, je me suis fait larguer par mon coéquipier Yari à l'époque. C'était extrêmement difficile, mais c'est souvent là que t'es le meilleur. Et lorsqu'on se rend compte en fin de saison que le châssis était délaminé, puis que tu vivais avec ça pendant toute la saison, bon, mais sur le coup là, tu l'acceptes pas là, t'essayes tout là, t'essayes tout, tous les réglages, tu vas jusqu'à changer ton siège au complet, puis là t'essayes de te mettre dans une ambiance positive. Mais tu sais, l'année d'avant, j'étais justement avec l'écurie Players en Atlantique, on a gagné Montréal, tout ça. Et puis à la dernière seconde, à l'automne, on m'a annoncé que j'avais plus de volant avec Players. Donc, j'avais trouvé ça extrêmement difficile, mais ça a jamais enlevé ma motivation de pouvoir se donner à fond. Puis un peu à l'image de Gilles, hein? Quand Gilles a eu une poubelle, puis c'est arrivé là, avec la T5 qui était horrible, il donnait le meilleur qu'il pouvait. Bon, il n'a pas gagné, mais il a fait des Christie de résultats, alors que Scheckter avait même pas réussi à qualifier en 1980 à Montréal, dans la même voiture. C'est drôle que tu parles d'Harry parce que justement, Romain Didier m'en a parlé après-midi où il m'a dit ça n'a pas été facile avec Harry, mais Bertrand était tellement plus sympathique, c'est pour ça que j'aimais mieux me coller sur lui. C'est ce que tu racontes là. C'est pour ça que je dis veux-tu le raconter parce qu'après-midi, ton ancien coéquipier en avait justement parlé de ça. Ben oui, certain. C'est drôle parce qu'avec Soheil, on était ensemble en 1993 dans la même écurie. Puis bon, lui, c'était son année recrue. Moi, c'était ma deuxième année de Formule Ford. Et puis, par la suite, il avait quitté pour Jean-Philippe Grand, une équipe adverse. Et là, on s'était livré tout un duel durant toute la saison. Même, il m'avait poussé hors piste à Nogaro. Moi, je l'avais fait lever dans les airs au Paul Ricard. J'y avais remis la monnaie de sa pièce. Ça a été... c'est comme ça qu'on grandit, hein, comme pilote de course. C'est pas quand t'as des adversaires faciles. C'est quand
tu as une bonne adversité, puis que là, il faut que ça te motive à te dépasser. Les gars, en 1 minute, parce qu'on doit aller à la pause, si on se prête au jeu de la Formule 1.5, là, donc tout ce qui est derrière Max Verstappen et Perez, est-ce que vous avez des prédictions, en commençant par toi, Bertrand? Ah, moi, j'y vais pour Alonso. Je laisse parler mon cœur. Hein. Ouais, let's go. Alonso ou Perez. Mais bon, j'aime beaucoup Verstappen. Là, pour ceux qui écoutent, là, pas. Je salue le pilote incroyable qu'il est. Mais c'est ce qu'on souhaite. On souhaite quand même un peu d'adversité parce que, comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et de ton côté, Dom, en 10 secondes? Ah, tabarouette, Bert, tu m'as volé mon choix. Hey, vas-y, on a le droit d'avoir les mêmes. Écoute, honnêtement, c'est drôle parce que Alonso, moi, je l'ai découvert à mes débuts en restant ici, puis j'ai vu plein de monde. On s'est rappelé des souvenirs avec Alonso. Fait que j'étais un peu obligé d'y aller avec. Mais j'ai vu aussi... Ça va couper, mon Dom. On s'en va à la pause. Bon, on s'en va à la pause, puis comme ça, je prends pas de chance. Salut. Merci d'avoir été là, les gars. À la prochaine. Hey, salut Dominique. Bye. Combativité pour vous donner tout un spectacle. Suivez Payet Course Racing, propulsé par GM Payet, le numéro 1 au Canada. Cet été à l'Omnium Banque Nationale, ressentez le